Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la guerre en Ukraine, petit tournant potentiellement intéressant. On a appris par le Wall Street Journal qu'il y a actuellement des pourparlers. Des pourparlers pour essayer de réduire la possibilité que la guerre en Ukraine finisse par s'enterrer, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Il semblerait que Londres et Paris soient sur le même diapason. Berlin serait également sur le coup. Washington n'est pas contre. Mais il reste, semble-t-il, des points de détail sur lesquels Moscou n'est pas encore très au point ou voire d'accord. Mais néanmoins, il y a une avancée. Une telle avancée qu'on a vue et qu'on a lu que Macron serait en contact avec Zelensky et que Zelensky ne serait également pas contre le principe, mais lui aussi, tout dépendra des conditions. On a donc une avancée. Sauf que, il y en a un qui, lui par contre, n'a toujours pas compris, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire, pour l'instant, il semblerait que Van der Leyen, elle n'en a rien à foutre. Tout ça pour dire que finalement, il y a un moment donné où on est obligé de prendre conscience que les discours véhéments, glorifiant l'Ukraine, sur le fait que oui, de toute façon, il faut que la Russie soit vaincue. On l'entend. Mais comment voulez-vous vaincre la Russie? Avec quoi? Avec qui? Ah, les Américains. C'est la raison pour laquelle j'ai eu cette idée de faire cette vidéo pour vous expliquer quelque chose qui me semble très important, que vous soyez informés et que vous preniez conscience. Je vais commencer par introduire un sentiment. Ce sentiment, c'est celui que vous avez certainement peut-être eu lorsque vous avez été témoin des événements du 11 septembre 2001. C'est-à-dire, consciemment ou inconsciemment, à un moment vous dire « Waouh, attention, là, les États-Unis vont se réveiller, attention, le fer à repasser américain va débouler. » Ou, on ne savait pas trop encore à l'époque, où, c'était évidemment l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, enfin tous ces pays où il y avait déjà quelques discordances avec les États-Unis. Parce que oui, dans l'inconscient collectif, tout le monde s'accorde à dire que la plus puissante armée au monde, c'est l'armée américaine. Eh bien, je vais vous en donner une bonne, qui m'a été inspirée par un article que j'ai pu lire, comme quoi apparemment il va être décidé que dans l'armée américaine, on va autoriser à peu près 40% de soldats LGBT transgenres. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée à un moment donné de vous dire et de vous expliquer pourquoi l'armée américaine est puissante en apparence. Je vais rappeler, on va faire un petit retour en arrière. La puissance de l'armée américaine a été acquise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'armée américaine, du fait que dans le conflit mondial, évidemment, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas atteints directement sur son territoire étant sanctuarisé, c'est sur ce territoire que les États-Unis d'Amérique ont pu faire tourner la machine industrielle militaire. Et de fait, permettre aux États-Unis, en tant qu'alliés, de pouvoir fournir suffisamment de matériel, et quand je dis matériel, c'est en tout et pour tout, c'est-à-dire aussi bien du matériel pour faire la guerre, c'est-à-dire des canons, des munitions, des chars, des véhicules, des bateaux, des avions, mais aussi tout ce qui peut servir, tout ce qui est en parallèle, que ce soit les vêtements, que ce soit les casques, que ce soit les ceintures, que ce soit
tout ce qui sert dans la logistique, les tentes, les sièges, même ne serait-ce que la gourde, par exemple. Hein, tout ça, ça fait fonctionner une économie, ça fait fonctionner une industrie. Et de fait, la Seconde Guerre mondiale a été le conflit qui a permis de démontrer la capacité des États-Unis à être productifs, à être sur le coup, et démontrer que là où, par exemple, lorsque l'armée américaine détruisait 2 chars allemands, ou quand les Allemands détruisaient 2 chars américains, la supériorité était que les Allemands pouvaient éventuellement remplacer ces 2 chars en construisant de nouveaux en 2 mois, alors que l'armée américaine, elle était capable de remplacer les 2 chars détruits par 2 nouveaux chars construits en 1 mois. Alors, c'est pas la réalité, hein, c'est juste pour vous donner l'ordre d'idées, la proportion d'idées. C'est ce qui a permis justement aux États-Unis d'être un allié non négligeable pour pouvoir gagner la guerre. Sauf que déjà, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est le débarquement. Le débarquement du 6 juin 1944. Alors en effet, c'est une des plus grosses opérations militaires qui a pu être organisée au XXe siècle. Ça a été une logistique énorme, tellement énorme qu'elle n'a évidemment pas évité ou être épargnée de dysfonctionnements. Et des dysfonctionnements qui ont fait que le jour J, un certain nombre de coordinations, d'organisations, de protocoles, de process n'ont pas fonctionné. Ils n'ont pas fonctionné, par exemple, ce sont des militaires qui devaient débarquer sur une section de plage et qui en réalité se sont retrouvés sur une autre plage. Or, ils avaient été entraînés pour débarquer sur la plage pour laquelle ils étaient destinés, et du coup, quand ils ont débarqué sur la plage, mais qui n'était pas la bonne plage, ça a été un petit peu le bordel. C'est un exemple parmi tant d'autres de problèmes logistiques. Le deuxième exemple, c'est la victoire finale de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la reddition du Japon. Alors, ce que je vais vous dire là, certains vous disent oui, c'est la raison, d'autres disent non, c'est pas la réelle raison, etc. Il y a toujours un consensus historique à savoir qu'est-ce qui a déterminé la décision de vouloir utiliser l'arme nucléaire. Tout simplement parce que l'armée américaine, à un moment donné, même si, comme je vous l'ai expliqué, c'est une armée qui a un rouage technologique, industriel, qui est en marche, et qui peut-être aurait mis encore peut-être 6 mois à vaincre par des méthodes conventionnelles le Japon, il y a un moment donné où le facteur humain, ça commence à poser problème. Ce problème, c'était de considérer que les Japonais ne céderaient pas, que les Japonais ne s'avoueraient pas vaincus, même si les Américains étaient amenés à débarquer directement sur le principal territoire du Japon. En l'occurrence, Tokyo, etc. Donc, le choix de l'usage de l'arme nucléaire, ça a été, alors selon certains, une façon pour Truman de dire il va falloir qu'on mette un grand coup pour rapidement mettre un terme à cette guerre, parce que le coût de cette guerre commence à être catastrophique, surtout sur le plan humain. D'autres vous diront qu'en réalité, si cette guerre avait continué de façon conventionnelle, elle aurait pu se terminer en 3 mois. Et que finalement, l'usage de l'arme nucléaire n'était qu'une raison en réalité politique et idéologique, en sachant pertinemment qu'à Washington, des politiciens, des experts, des politologues, des experts en géopolitique savaient qu'une fois que la guerre serait terminée, fatalement on allait se retrouver désormais avec une situation de guerre idéologique avec, évidemment, l'URSS. Et qu'il fallait marquer un grand coup. Et que ce grand coup, ça a été l'opportunité d'utiliser l'arme nucléaire sur le Japon. Et qu'en réalité, l'usage de l'arme nucléaire n'aurait pas été dans ce but de vouloir mettre un terme rapidement à la guerre, parce que le coût de la guerre commençait à peser sur le moral des Américains.
Et puis il y a eu la Corée. Il y a eu la Corée, le Vietnam. Là encore, la puissance hégémonique américaine s'est exprimée non pas par l'efficacité, mais par la logistique. C'est-à-dire cette fameuse logistique qui derrière génère, et encore et toujours, un modèle industriel de production pour lequel, évidemment, il faut de l'argent. Le Vietnam, je le rappelle, John Fitzgerald Kennedy prévoyait d'y mettre un terme, sauf qu'il n'a pas eu le temps, ou tout le monde ne lui a pas laissé le temps, puisqu'il a été assassiné en 1963, et que lorsque Johnson, qui était son vice-président, est devenu président, a balayé tous les projets de JFK et au contraire a re-signé pour continuer la guerre au Vietnam. Parce que derrière, évidemment, il y avait tous les outils militaro-industriels, toutes les grandes entreprises, les empires financiers militaro-industriels, derrière qui disaient, attendez, le problème c'est que si vous arrêtez le Vietnam, nous, on va se retrouver en short. Et du coup, le Vietnam, on a réussi quand même à le tirer jusqu'en 1975. D'où le départ de Saigon, ces fameuses images qu'on a vues, etc. Et qui a quand même porté un coup sérieux à l'image glorifiante de l'armée américaine et de l'Amérique d'une manière générale. D'ailleurs, pendant 30 ans, les États-Unis vont avoir beaucoup de mal à digérer cette défaite. Tellement mal digérée qu'il aura fallu quand même presque une quinzaine d'années, et encore sur un investissement coopératif mené par une américaine naturalisée d'origine vietnamienne pour construire un mémorial du Vietnam à Washington. C'est pour vous dire que l'initiative n'est même pas venue en temps et en heure. Enfin, voilà. Mais, et surtout, la guerre du Vietnam a aussi révélé quelque chose qui va se développer au fil des décennies et qu'on va retrouver dans pas mal de conflits dans lesquels les États-Unis sont rentrés. C'est que la guerre moderne est plus brutale, plus sanguinolente, plus violente, plus ignoble. Elle expose des individus à des images, elle expose des individus, et déjà, c'était déjà aussi des problèmes qui étaient rencontrés lors de la Seconde Guerre mondiale, un problème intrinsèque à la société américaine. C'est que, comme je vous l'avais expliqué dans plusieurs vidéos, la société américaine s'est beaucoup construite sur un isolationnisme et aussi une infantilisation, une déresponsabilisation de l'individu. Faites d'un individu un grand adolescent, ce sera un consommateur en puissance. Sauf que le problème, c'est que quand ces Américains décident de s'engager dans l'armée, d'où la raison pour laquelle vous avez vu dans les films tels que Full Metal Jacket, Platoon, ou d'autres films comme Officer Gentleman, ces camps d'entraînement, vous avez des officiers instructeurs très durs, très forts, très violents, qui gueulent avec une discipline de fer, etc. Parce que, oui, malheureusement, il y a une culture aux États-Unis qui fait que ces gamins qui s'engagent dans l'armée ne sont par défaut pas du tout prédisposés à être des militaires. C'est pour ça qu'il y a des entraînements très très durs, tant physiques, psychologiques, etc. C'est-à-dire pour les casser et pour les remodeler, pour faire des petits soldats. Voilà. Le seul problème, c'est que si en effet l'armée américaine est capable de produire des militaires ou des hommes ou des femmes performants, pour reprendre cette expression que vous connaissez certainement, c'est-à-dire en faire des Rambo, le problème c'est que c'est une minorité d'individus. Et depuis une dizaine d'années, le problème de l'armée américaine, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder ces vrais soldats. En règle générale, depuis une dizaine d'années, ils sont de plus en plus séduits par des sociétés privées, c'est-à-dire des sociétés de sécurité privée. Les mêmes que vous avez actuellement et dont on entend parler dans le conflit ukrainien avec le fameux groupe Wagner, qui est donc un groupe issu d'une société privée. Ce qui est assez amusant, c'est que sur les plateaux télé, ceux qui vous parlent de Wagner oublient de vous parler de ce qu'on appelait aussi à l'époque Blackwater, qui est devenu Academia,
ou Academy, je crois aujourd'hui, qui est l'équivalent américain, dont le gouvernement américain s'est servi un petit peu lors de la guerre du Golfe, Desert Storm, mais et surtout pendant la guerre en Irak. Un peu en Afghanistan, mais surtout en Irak. Sauf que, pourquoi l'armée américaine, pourquoi les autorités américaines font appel à ces sociétés privées? Eh bien, comme je vous l'ai dit, parce que tout d'un coup, l'armée américaine s'est rendue compte que les personnes qu'elle formait, les personnes qui étaient les plus compétentes, comme je vous l'ai dit, des Rambo, voilà, des vrais guerriers, à un moment donné, ils se barraient parce qu'ils étaient mieux payés dans les groupes privés. Et puis, les conjonctures, les technologies modernes ont fait qu'à un moment donné, il était plus difficile de faire des opérations militaires, même si parfois ça dérape, même si parfois ça part en couille, parce que médiatiquement, parce que technologiquement, vous avez beaucoup plus accès aux images, aux vidéos. Preuve en est, c'est que grâce à ces supports qui n'ont pas été contrôlés, eh bien vous avez certaines personnes, dont l'un très connu qui s'appelle Julian Assange, par le biais de sa société Wikileaks, ont publié des rapports, ont publié des enquêtes sur des exactions américaines en Irak, dont une exaction impliquant Blackwater. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, au fil du temps, les opérations américaines ont démontré la puissance américaine, mais une puissance logistique, une puissance financière, une puissance, comme je vous le disais, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est une puissance de capacité de production. Mais en matière d'opération, en matière de guerre conventionnelle, on se rend compte aujourd'hui que les Américains sont de plus en plus frileux à envoyer des Américains sur le terrain. Et qu'ils ont préféré, depuis maintenant une vingtaine d'années, des technologies qui leur permettent d'intervenir à distance. D'où l'explosion de l'usage des drones, et qui va être encore une technologie qui va de plus en plus s'évoluer, car la preuve en est, c'est que l'Ukraine, que vous le sachiez ou non, est aussi aujourd'hui un terrain de test en temps réel de certaines nouvelles technologies, de certaines nouvelles armes, plus particulièrement ce qu'on appelle les drones tueurs, ces fameux drones tueurs dont on parlait il y a une dizaine d'années, et qu'on disait, bah tiens, c'est marrant, ça ressemble un petit peu à Terminator. Hein, Terminator, il y a ces fameux drones qu'on appelle je ne sais plus comment on appelle ça dans le film, et qui sont en réalité sont bien des robots, sont des robots volants et qui ont une mission, une seule mission, c'est d'éliminer tout être humain, toute forme de vie. Donc voilà, à l'Ukraine, on l'a vu, hein, on a vu ces images de ces soldats russes vus de haut et qui se voyaient larguer une petite grenade et puis terminé. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que vous avez peut-être aussi vu les images de Boston Dynamics, cette fameuse société de développement robotique. Vous avez vu ces images impressionnantes de ces robots à quatre pattes. L'humanoïde de bipède, c'est pas mal, mais ça, voilà, la taille du truc est encore un petit peu... il va falloir trouver des solutions pour miniaturiser un petit peu. Mais ces fameux robots à quatre pattes sont déjà utilisés dans l'armée américaine pour du transport de matériel. Mais vous pouvez très bien imaginer ces robots équipés avec une ou deux mitrailleuses, commandés à distance ou programmés pour détecter des individus et les éliminer. Donc vous voyez, de moins en moins l'Amérique veut envoyer des hommes, des Américains sur le terrain, confortés par ce qui s'est passé en Irak. L'Irak, l'Afghanistan ont été, je dirais, le coup de butoir final de ce qu'on savait déjà avant, de ce qu'on avait déjà analysé à l'époque lors de la guerre du Golfe, lors de la guerre en Somalie. C'est-à-dire un rapport de force de capacité opérationnelle humain qui s'amenuisait au profit de graves problèmes psychologiques, des soldats souvent appelés à être traités psychiatriquement parce que
pétant des plombs. Bref, une perte de capacité à faire des guerriers. Aujourd'hui, l'armée américaine n'est plus ou n'est que très peu dotée de véritables guerriers. À tel point, alors ce n'est pas une légende, c'est une réalité, qu'il y a eu parfois des coopérations d'entraînement commando entre des Marines américains et les bérets verts ou les parachutistes, commandos parachutistes de la marine française. Et il s'est trouvé que, au bout de quelques jours, les Marines américains se sont rendus compte qu'en matière de capacité, de résistance physique, etc., les commandos marines français étaient nettement supérieurs à eux. Pourquoi ? Parce que malheureusement, même avec des entraînements ultra physiques, c'est la tête, c'est le psychologique. Et que le problème de l'armée américaine, c'est que, à force de forger une société d'enfants, de gamins, une société de grands adolescents, le jour où parmi ces individus-là, vous en avez qui se rendent dans l'armée, vous avez beau essayer de les façonner au burin, etc., il y aura toujours ce problème. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, les Américains sont très frileux de faire de la guerre conventionnelle. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas une légende, c'est que aujourd'hui, les militaires français, surtout les commandos bien entraînés, sont bien plus supérieurs en rendement, en résistance que les soldats américains. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'armée américaine ne possède pas l'équivalent de ce que nous avons en France en matière de véritables guerriers. Il y en a. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que depuis une dizaine d'années, même depuis une vingtaine d'années, ces soldats hyper entraînés, hyper efficaces, qui sont eux des véritables guerriers, sont de plus en plus séduits et dépêchés par des sociétés privées. Si bien que l'armée américaine n'arrive plus à renouveler ces hommes, ces genres d'individus, et ce qui fait que il faut revoir la copie sur le fait de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la guerre. Et la guerre, on la fait soit par procuration, c'est-à-dire qu'on envoie en fait les autres se faire massacrer tout en évitant d'envoyer ses propres citoyens et ses propres soldats sur le terrain. On utilise des sociétés privées, ce que fait également la Russie, avec le groupe Wagner. On envoie des gens qui sont des gens autonomes, indépendants, hors statut militaire officiel, appartenant à l'armée officielle, etc., comme ce qu'a fait Moscou depuis 2014, lors de la guerre du Donbass, lors de la guerre contre les séparatistes. Oui, on a vu, vous avez eu des presses qui disent oui, la preuve, la voici, regardez, il y a des soldats russes au Donbass. Oui, il y a des soldats russes, mais ce n'est pas des soldats qui agissent pour le compte de l'armée russe, sous le gîte de l'armée russe. Ce sont des soldats, mais ce qu'on appelle plus vulgairement des mercenaires. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas, ou que certains médias n'aiment pas utiliser pour désigner des personnes, parce que évidemment, mercenaire, c'est une définition propre qui définit bien que ces gens n'agissent pas et n'interviennent pas au nom d'un pays, au nom d'une armée, mais de façon indépendante. Donc, à partir de là, si vous voulez, il y a une professionnalisation d'opérations militaires hors armée officielle qui s'est développée depuis ces 20 dernières années. Et ce sont ces groupes-là qu'aujourd'hui on utilise, parfois pour faire de l'influence, parfois pour résoudre certains problèmes, parfois pour faire des opérations, ce qu'on appelle les fameux Black Ops. Ça a toujours existé. Ça a tellement bien existé que même un organisme américain qui est mondialement connu, qu'on appelle la CIA, utilise ces personnes pour certaines opérations. C'est de notoriété publique, évidemment. Donc, quand on dit que l'armée américaine est la plus puissante du monde, elle est la plus puissante du monde non plus par sa capacité d'opération, mais par sa capacité budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine est née non pas
parce que les Russes ou Poutine veut annexer l'Ukraine, c'est parce qu'on a mis en place une situation géopolitique où à un moment donné, bingo, on savait que Poutine allait réagir, on savait que Poutine allait attaquer l'Ukraine, même si nous étions beaucoup à ne pas y croire, même si nous étions beaucoup à penser que Poutine ne serait pas peut-être suffisamment con pour tomber dans le piège. Mais malheureusement, peut-être que lui, politiquement, idéologiquement, il s'est dit, si jamais je laisse des russophones se faire massacrer en Ukraine sans lever le petit doigt, je risque de me mettre à dos une partie de la population russe qui soutient ses compatriotes, ses congénères, ses cousins ukrainiens. C'est comme si, par exemple, nous autres Français, si demain les Canadiens anglophones décident de vouloir faire disparaître le Québec et décident d'attaquer le Québec ou décident de faire des lois liberticides contre le français, faire de l'anglais la langue officielle du Canada et derrière, sous-jacent, dire oui mais vous pouvez continuer à parler français mais vous devez apprendre obligatoirement à parler l'anglais. C'est exactement ce qui s'est fait en Ukraine, hein, à partir de 91. Alors il y en a qui vous disent 89, oui depuis 89 l'ukrainien est la langue officielle. Ouais, sauf que depuis 89, en 91, il y a eu ce qu'on appelle l'indépendance, avec une nouvelle constitution, etc. Donc, dans la constitution ukrainienne, oui, il est dit que l'ukrainien est la langue officielle, mais il est également dit dans la constitution qu'il y a une préservation et un respect des langages régionaux, enfin des patois régionaux, y compris donc le russe. Sauf que, comme c'est pas très bien précisé, puis que derrière il y a eu quand même des intérêts politiques à caresser dans le sens du poil les mouvements nationalistes, ça s'est transformé en haine du russe, en haine du russophone. Donc, enfin, voilà pour la petite aparté. Donc aujourd'hui, l'armée américaine intervenir en Ukraine, c'est niette. Ou sinon, en frais partagés. Et quand je dis en frais partagés, vous comprenez que c'est l'OTAN. D'où la raison pour laquelle vous voyez actuellement plus de 20 000 soldats français en opération dans une simulation qu'on appelle Orion 23, pour faire la démonstration à Washington. Vous dites, vous regardez, mon armée française est capable de, donc n'hésitez pas, le cas échéant, si on décide d'aller en Ukraine, de me donner, ou de donner à la France une responsabilité de coordination et d'opération, etc. Parce qu'on le sait qu'il n'y aura jamais d'opération spécifique américaine en Ukraine. Ou sinon, dans le cadre de l'OTAN. Mais, encore une fois, dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire que là, ce serait tous les pays membres de l'OTAN. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est presque déjà le cas, puisque on réussit à pousser quand même les Polonais à donner des chars à l'Ukraine, les Allemands, etc. Enfin, et même parfois au-delà du respect constitutionnel et souverain des peuples en question, où à la limite on ne leur demande pas leur avis. C'est-à-dire que voilà, on file du matériel qui a été payé quand même avec les deniers du contribuable, hein, mais... donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui l'armée américaine, comme je vous l'ai dit, elle est puissante par sa logistique. Mais même sa logistique, elle n'a pas su couvrir ou compenser les problèmes structurels en opération. Quand je dis en opération, c'est l'armée qui est en opération, opérant sur terrain. Là, je ne vous parle plus du tout des commandos spéciaux, des Black Ops, des mercenaires privés, etc. Là, je vous parle d'opérations faites par l'armée américaine. On a pu le voir. La débandade et le coût certainement exorbitant qu'aurait dû nécessiter le rapatriement de tout le matériel de l'armée américaine d'Afghanistan, c'est bien qu'ils se sont dit, ça nous coûte plus cher de rapatrier tout le matériel, autant laisser le matériel, c'est une perte de millions et de millions de dollars qui vont tomber entre les mains des talibans. Voilà, donc finalement c'est l'argent qui mène la musique. C'est l'argent qui est la partition même de l'armée américaine.
L'argent pour les technologies, les nouvelles technologies, comme je vous l'ai dit, pour permettre aux Américains de pouvoir faire des conflits ou des opérations à distance. Donc à distance, ça veut dire par des drones, par des technologies satellites, par des missiles téléguidés, par des avions hyper puissants qui lâchent des missiles, avec des opérateurs sur terrain qui permettent de cibler les objectifs. C'est-à-dire, en fait, on sent bien que la leçon finalement de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est nous maintenant, on ne veut plus débouler avec toute la cavalerie parce que, un, ça coûte trop cher, et deux, pour des opérations qui ne servent à rien parce que malheureusement, nous n'avons plus assez de véritables guerriers dans nos rangs. Nous avons, je vais peut-être caricaturer, mais nous avons des fillettes dans notre armée. Ah oui, nous avons, en apparence, ça joue les Rambo. Mais, comme on dit souvent, vous pouvez entraîner quelqu'un à être le plus parfait tireur qui soit, même un sniper de haut rang. Le jour où vous l'envoyez sur le terrain et le jour où tout d'un coup, dans son viseur, il a un être humain, là tout d'un coup, en règle générale, ceux qui le font sans réfléchir sont les premiers à être dangereux psychologiquement. Parce qu'ils ne se posent pas de questions morales. On leur dit de tuer, ils tuent. Mais au bout d'un moment, quelqu'un qui tue sans avoir de remords, sans que ça provoque à un moment donné quelque chose de psychologique, c'est quelqu'un qui va finir par faire une grosse connerie un jour ou l'autre. Donc, aujourd'hui, l'armée américaine, elle est puissante parce que c'est son budget. C'est le plus gros budget militaire au monde. Donc avec ce plus gros budget, ça permet de garantir à n'importe quel autre pays de dire voilà, nous avons un budget, nous sommes l'armée la plus puissante au monde parce qu'on a énormément d'argent qui nous permet, si vous nous cherchez des poux, de pouvoir faire marcher une machine industrielle pour vous écraser. Parce qu'on sait que si on débarque, même si on vous détruit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on vous détruit 2 chars et que vous en détruisez 2 des nôtres, vous allez avoir peut-être 2 fois, 3 fois ou 5 fois plus de temps pour reconstruire ces 2 chars, alors que nous derrière, on a des outils industriels qui vont pouvoir produire de telle manière à ce que le char, on va le remplacer en 1 mois. Et que finalement, au bout d'un moment, nous aurons une supériorité matérielle. Pas humaine, ni stratégique, ni de terrain, mais matériel. Et avec le développement des technologies, je vous ai parlé tout à l'heure des drones, si aujourd'hui la Russie possède également des drones, force est de constater qu'au bout d'1 an de conflit en Ukraine, elle est obligée aujourd'hui d'acheter des drones à Iran. Parce que ce qui fait défaut à la Russie, c'est qu'elle n'a pas la même capacité que les Américains de pouvoir remplacer rapidement ce qu'ils ont perdu sur le terrain. Si ce n'est qu'en effet, en plus de ça, l'armée russe, qui fut un temps pendant l'Union soviétique dans cette politique, idem que les Américains, c'est-à-dire avec un modèle productif derrière très intense pour pouvoir remplacer du matériel très rapidement. C'est pour ça que pendant la guerre froide, on évitait le conflit direct, parce qu'on savait que derrière, c'était des machines industrielles qui pouvaient très bien fonctionner. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Déjà, ne serait-ce qu'en matière de démographie, la Russie, je rappelle, en 90, il y avait à peu près, je crois, 220, 230 millions de Russes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 175. On se dit, mais où ils sont passés tous les autres? Il y en a une partie qui ont quitté la Russie pour aller trouver de meilleures vies, de meilleures conditions, de meilleures réussites professionnelles dans des pays étrangers, y compris aux États-Unis. Et il y en a quand même pendant 10 ans, presque 15 millions qui sont morts des conséquences de l'effondrement économique et social du pays. Et donc, aujourd'hui, même si les plans de Poutine sont très ambitieux, même si technologiquement on peut admettre que les Russes sont légèrement plus au-dessus que les Américains, même s'ils ont une technologie au-dessus de celle des Américains,
derrière, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les modèles de production suffisamment efficaces pour être compétitifs contre la capacité militaire américaine. Et encore une fois de plus, je dis sur le plan industriel, sur le plan productif, sur le plan logistique, pas sur le plan militaire à proprement parler, pas sur un plan militaire sur le terrain. Sur le terrain, en conflit conventionnel, je peux vous dire que si vous retirez les outils technologiques, les Russes sont nettement supérieurs aux Américains. La preuve en est, c'est que même l'armée russe reconnaît que les militaires français sont bien meilleurs que les Américains. Mais là, attention, je remets bien le contexte, c'est en guerre conventionnelle. C'est-à-dire là, de mano à mano. Vous voyez, après, les technologies aidant, évidemment, ça peut parfois inverser la vapeur sur les rapports de force en matière militaire. Donc c'est pour cette raison que il y a eu un échec de croire que les sanctions contre la Russie allaient peut-être affaiblir la Russie, ce qui n'a pas été le cas. Mais est-ce que la Russie va avoir la capacité de production matérielle suffisante pour pouvoir maintenir cette guerre en Ukraine? La question, elle est là. Et d'où la raison pour laquelle on a quand même des doutes, c'est que la Russie commence à vouloir faire les yeux doux à ses partenaires pour l'aider certainement en matière matérielle. On l'a vu, la Russie a acheté des drones iraniens. Demain, allez savoir s'il ne va pas passer des accords avec la Chine pour aider à fabriquer plus rapidement du matériel, trouver des composants pour les chars, les fameux Armata. Donc, je pense que en matière de guerre conventionnelle, tout le monde est d'accord sur le fait que si l'armée américaine est considérée comme une armée puissante, c'est parce qu'elle a la capacité logistique et productive. Mais sur le terrain, elle a été toujours confrontée à des problèmes parfois qui auraient pu être pensés. Je dirais des problèmes humains, des problèmes de gens qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment, des gens qui en réalité ont sucé suffisamment pour être à des grades ou à des stades suffisamment hauts, mais qui en réalité en matière opérationnelle sont incompétents, beaucoup d'arrivisme, beaucoup de m'as-tu vu, parce que même ceux qui sortent des grandes écoles, on pense par exemple à West Point ou des trucs comme ça, ça reste toujours très théorique. Sauf que le problème, c'est que si vous êtes très bon en théorie, en pratique, vous n'êtes peut-être pas forcément bon. Vous n'êtes pas forcément capable, à un moment donné, de prendre en considération tous les points, etc. Et je dirais, et je vais terminer là-dessus pour vous donner cet exemple de comparatif technologique. Je vous ai déjà parlé de cette mauvaise expérience qu'a eu un navire américain qui est l'USS Thomas Cook. L'USS Thomas Cook s'est trouvé en mer Noire, ou mer Morte, je ne sais plus, pendant le conflit syrien. Pendant le conflit syrien, ça a été... alors je vous rappelle quand même que la Syrie, il y a eu à un moment donné un point culminant où on a failli basculer aussi vers une troisième guerre mondiale. Mais ça, évidemment, le grand public n'est pas au courant. Et dans ce rapport de force, du fait que les Russes étaient en alliance avec Bachar el-Assad, donc les Russes sont intervenus en Syrie, ce qui a considérablement fâché Washington. Donc Washington, de temps en temps, a essayé de faire un petit peu, tester un petit peu, voilà, la corde raide, si vous voulez. Et le Thomas Cook s'est trouvé donc pas très loin, enfin, les eaux internationales, mais pas très loin des côtes syriennes. Et le Thomas Cook, c'est un bâtiment moderne, suggéré être un bâtiment conçu et prévu pour les nouvelles armes technologiques, et plus particulièrement sur les nouvelles armes qui consistent à essayer de neutraliser tous les appareillages électroniques. Manque de bol, un jour, le Thomas Cook, panique à bord, tous les appareils électroniques tombent en panne. Alors ça peut arriver, hein. L'informatique n'est pas infaillible. Sauf que quelques minutes plus tard, ils se sont fait friser les moustaches par de Sukhoi. Le comble de l'histoire, c'est qu'évidemment, ça remet dans les brancards, dans les couloirs
Pentagone. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, on se doute que peut-être le Thomas Cook a été victime d'une nouvelle arme russe qui, par un système de champ magnétique intense, a finalement surpassé ce que l'on estimait être capable pour le Thomas Cook d'absorber. Donc ça veut dire que ça remettait complètement en question tout l'engineering pour le développement de ces bateaux, pour au final s'entendre dire, finalement ça ne servait à rien parce que les Russes aujourd'hui ils ont une technologie qui apparemment permet de rendre aveugle et sourd un navire militaire. Et je vous dis le comble de tout, c'est que ce même navire a été, alors certainement que ça a été choisi exprès pour ridiculiser encore plus les Américains, ce même Thomas Cook a été victime d'un deuxième problème du même type. Alors je dis problème, je ne dis pas attaque, problème. Donc vous imaginez bien que à Washington, ils sont un petit peu agacés parce qu'ils disent on a investi des milliards et des milliards de dollars pour construire des bateaux soi-disant qui étaient capables de résister à des attaques de PM ou de MP, pardon. MP c'est explosion électromagnétique. Non, électromagnétique pulse. C'est les fameuses bombes électromagnétiques qui, lorsqu'elles explosent, en fait, grillent tous les appareils électriques. Électriques, électroniques, etc. Donc vous comprenez que ça remet un petit peu dans les brancards à Washington, parce que ça dit mais comment se fait-il que personne n'était capable de nous renseigner sur le fait que les Russes possèdent cette technologie, ou ont réussi à mettre au point cette technologie. Donc c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que ce que l'on constate en perte, en déclin, en déliquescence, aussi bien dans les systèmes étatiques, aussi bien dans les infrastructures d'un pays. Eh bien malheureusement aux États-Unis, on constate que dans l'armée américaine, eh bien c'est pareil. D'où la raison pour laquelle de plus en plus de budgets sont mis sur des recherches technologiques pour minimiser l'action directe. C'est-à-dire faire de l'action indirecte, soit par l'intermédiaire de technologies, donc robotique, électronique, drone, intelligence artificielle. Et là, on va certainement en entendre parler encore pendant un certain temps parce que c'est ce qui vient de plus en plus à nos oreilles sur les développements des nouvelles armes technologiques, des armes connectées, comme on appelle ça, et qui d'ailleurs nous convainc qu'on se rapproche de plus en plus vers la fiction de ce que certains auteurs de science-fiction par rapport à l'intelligence artificielle ont pu parfois développer en matière de romans, en matière de fiction. Si vous voulez une référence, je peux vous parler de Terminator par exemple en cinéma, je peux vous parler de Matrix, d'autres films également. Donc ça pose justement ce postulat. Donc c'est évidemment que ça peut être un avantage, ça peut être un bénéfice, mais ça peut être aussi un danger pour nous-mêmes. Donc l'armée américaine aujourd'hui, elle garde cette puissance, mais cette puissance, elle n'est que financière. C'est-à-dire que tant que le gouvernement américain réussit à fournir autant d'argent, autant de budget, elle garantit le fait que l'armée américaine est capable d'être opérationnelle à travers le monde, de par sa présence dans beaucoup de bases, les bases de l'OTAN en Europe, les bases dans le Pacifique, ça coûte de l'argent. Donc tant qu'on peut alimenter en argent ces bases, son fonctionnement, sa logistique, son efficacité, etc. Alors, je parle d'efficacité politique, pas structurelle. Néanmoins, les Américains aujourd'hui sont un petit peu inquiets, même si, encore une fois, ils ont aujourd'hui la garantie d'avoir une supériorité matérielle sur l'armée chinoise. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, cette supériorité, elle peut tout d'un coup, elle peut se perdre. Il suffirait que les Chinois aient le bénéfice de certaines technologies développées par les Russes pour rendre sourds et aveugles des porte-avions. Vous savez que le porte-avions, en général, c'est un des outils essentiels
logistique d'opérations sur les mers. Donc, s'il y a une certaine assurance à vouloir jouer la carte encore de cette apparence d'être une armée puissante, etc., et qui peut être dissuasive, ça ne veut pas dire qu'en réalité, aujourd'hui, l'armée américaine est aussi efficace qu'on le prétend. Car, encore une fois, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la puissance? Aujourd'hui, c'est très clairement l'argent. C'est-à-dire la capacité budgétaire, la capacité matérielle et logistique d'une armée à pouvoir opérer. Si demain la France avait le même budget, je dis bien si la France avait le même budget que les Américains, on peut être sûr que l'armée française serait la première armée du monde. Peut-être les Britanniques, les Allemands, et encore, mais ça, les Américains, tous les soldats américains, tous les hauts gradés américains qui ont potassé l'histoire, etc., vous le diront. Vous diront, si on n'existait pas, certainement que le pays qui aurait l'armée la plus puissante du monde, ce serait la France. Donc vous comprenez pourquoi, à Washington, vous en avez certains qui aimeraient bien pouvoir réussir à vous asservir pour éliminer tout espoir ou toute possibilité qu'éventuellement la France puisse avoir une armée digne de ce nom, peut-être à la hauteur de ses moyens aussi, hein, disons-le, mais c'est une évidence. Donc voilà ce qui peut vous aider peut-être à avoir cette réflexion sur le fait que oui, l'armée américaine est une armée puissante, mais elle ne l'est pas concrètement sur un principe de guerre conventionnelle. Elle l'est juste parce que derrière, elle a les moyens. Elle a les moyens de produire, elle a les moyens de remplacer ce qui a été détruit beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre armée au monde. Et c'est tout. C'est ce qui fait la différence. C'est pas une meilleure efficacité, c'est pas un meilleur entraînement, c'est pas parce que l'armée américaine est dotée de tous les meilleurs Rambo qui soient, non. Ou même des meilleures technologies. Vous pouvez avoir les meilleures technologies, sauf que le problème c'est que la technologie, si vous prenez un char de la Seconde Guerre mondiale et un char moderne actuel, peut-être que le moderne sera beaucoup plus efficace sur le plan tactique, sur le plan de la collecte d'informations et sur la précision d'opération. Mais le problème, c'est que le char de la Seconde Guerre mondiale, lui, c'est du solide, c'est du brut, et quand ça tire, ça tire. Quand ça se prend des obus, ça résiste certainement plus que le char moderne. Le char moderne, malheureusement, comme je vous dis, c'est bourreté. C'est un peu comme les voitures, hein. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture d'il y a 30 ou 40 ans, vous aurez beaucoup plus de facilité à réussir à la réparer que les voitures modernes. Parce que les voitures modernes, c'est tellement bourré d'électronique que si vous n'avez pas la fameuse petite boîte, le fameux petit PC qui comprend le langage de la voiture, vous ne pouvez pas la réparer. Et militairement parlant, c'est pareil. C'est que si jamais un char tombe en panne en pleine opération, il faut une armée d'ingénieurs et de mécaniciens pour le réparer. Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand vous aviez une panne, c'était souvent une panne soit mécanique ou c'était un problème mécanique, mais que vous pouviez réparer assez rapidement, surtout si vous aviez un mécanicien qui était compétent, qui était capable de vous faire des miracles et faire repartir le char. Donc voilà, je pense qu'il est important que vous soyez conscients sur le fait qu'aujourd'hui, il est très peu probable que l'armée américaine puisse intervenir, si ce n'est dans des théâtres d'opération avec des armées extrêmement inférieures. Évidemment, l'armée américaine peut intervenir dans certains pays africains. Évidemment, l'armée américaine peut encore opérer dans certains pays d'Asie du Sud-Est, parce que c'est des pays qui sont militairement ridicules. Donc là, en effet, on peut parler de fer à repasser. Mais quand l'armée américaine est confrontée à une armée qui peut être son équivalent, là, aujourd'hui, non. Non, là, puis en plus derrière, politiquement, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, aujourd'hui, les politiciens américains sont confrontés à un cruel problème, c'est que d'avoir menti, d'avoir embobiné, d'avoir trahi les Américains sur les raisons des opérations qui ont justifié des guerres en Irak et en Afghanistan, aujourd'hui passe très très mal auprès de l'opinion américaine, tant républicaine que démocrate. Donc, si Biden demain dit oui, on va en Ukraine,
je pense que le Parti démocrate peut dire adieu à l'élection présidentielle de 2024. C'est clair, net, précis. Donc c'est pour ça que politiquement, les démocrates feront tout pour ne jamais envoyer un seul militaire américain sous, ne serait-ce que l'armée américaine, ou sous une opération de l'OTAN, ou sinon c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, quittez les grandes villes, parce que ça veut dire que, à terme, c'est la Troisième Guerre mondiale qui va être déclenchée. C'est-à-dire que là, en fait, les Américains, voilà, on est dans une situation tellement merdique que on n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, évidemment, il y a plein de détails sur lesquels je ne suis pas resté précis, etc. Si vous avez vous-même vos propres expériences, n'hésitez pas. Faites agiter les petits algorithmes en mettant des commentaires. Moi, la seule anecdote que je peux vous raconter, c'est que pendant mon service militaire, il se trouve qu'avec un de mes collègues, nous avons, de par notre position, de notre statut, été amenés à aider un colonel, à l'aider à traduire un document qu'on lui avait remis, qui était un rapport dans une réunion multi-armée pour faire un bilan justement de Desert Storm. Ben, je peux vous dire que dans ce rapport, il faisait mention qu'en grande partie dans l'armée américaine, ils se sont rendus compte que malheureusement, ils avaient de plus en plus une grosse proportion d'Américains qui finissaient par péter les plombs, à différents niveaux. C'est-à-dire que psychologiquement, ils n'étaient pas du tout prêts, ils n'étaient pas du tout opérationnels pour être des militaires, pour agir sur un terrain d'opération. Et c'est à partir de là que, en effet, ça commençait à poser problème, et ça s'est confirmé avec la guerre en Irak, où pendant la guerre en Irak, beaucoup d'Américains, malheureusement, sont morts. Ils sont morts parce que oui, ils étaient super bien entraînés, mais pas du tout entraînés des situations réelles. Ils ont voulu respecter des procédures, des protocoles, sauf que les protocoles, à un moment donné, c'est bien gentil, mais quand vous êtes sur le terrain en temps de guerre, il faut aussi, à un moment donné, se servir de son expérience pour improviser, pour s'adapter. Donc d'ailleurs, ce que dit dans le film de Clint Eastwood, Le Maître de guerre, il faut apprendre à improviser et dominer. Et finalement, c'est en effet tout à fait le credo qui malheureusement ne trouve plus d'intérêt dans certains esprits de formation militaire, si ce n'est en effet, bon, comme je vous dis, il y a toujours les exceptions de ces militaires repérés pour leur capacité physique, leur capacité intellectuelle, etc., pour devenir véritablement l'élite. Mais cette élite reste une infime minorité d'individus dans la proportion d'une armée, et qui plus est l'armée américaine. Voilà pour cette vidéo, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.